Qui sont vraiment des questions, c'est-à-dire, c'est pas du tout pour essayer de proposer une thèse inverse ou alternative, comme on dit maintenant, à ce que tu viens de dire, puisque sur le fond, je suis assez d'accord. Mais il me semble quand même, dans ce que tu expliques, avec le projet en plus de définir une théorie de l'avant-garde et de la dissocier d'une théorie... enfin, j'imagine qu'elle se dissocie, même si elle s'inscrit dans une perspective d'esthétique, l'esthétique au sens philosophique du terme. Il me semble que tu n'as pas assez, enfin bien que tu l'aies évoqué, il y a une ambiguïté parce que, et surtout une contradiction, nous sommes en terrain hegeliano-marxiste, donc ça me paraît congru. Il y a, c'est pas une contradiction, c'est une imposture qui consiste à cacher une lacune, et ça devient une contradiction, c'est qu'il y a une confusion entre avant-garde et art, à partir du moment où on est dans l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il n'est d'art, aujourd'hui, donc contemporain, que si c'est de l'avant-garde, et c'est de l'art parce que c'est de l'avant-garde, si tu veux. Donc ça, c'est quand même une liaison qui n'est pas du tout interrogée, qui semble aller de soi dans la conception actuelle de l'art contemporain. Ça, c'est la première chose que tu as commencé à évoquer d'un point de vue historique, bien sûr. Il y a eu un moment où on a commencé à parler d'avant-garde en art, et à une époque où, et pendant très longtemps, on n'en parlait pas. Ça n'avait pas de sens. Et cette époque est historiquement, socialement, politiquement très marquée, puisqu'il y avait des conflits très forts, et si ces gens, en tout cas certains de ceux que tu as cités, notamment les Russes, évoquaient le terme d'avant-garde, c'était pour des raisons extrêmement concrètes qui n'avaient rien à voir justement avec l'esthétique. Oui. Donc, ça tu l'as rappelé, oui. Mais justement le rapprochement avec le fait que les deux sont restés associés alors que c'est totalement injustifié aujourd'hui, parce que l'avant-garde de quoi? On se demande bien, de quelle armée qui est en train de, ou de quelle force qui est en train de se confronter à quelle autre, on se demande bien. Lesquels, et on dirait qu'on est plutôt dans la connivence généralisée, et l'autre, il y a deux autres aspects que je voudrais te voir, si tu veux bien développer, c'est le fait que dans son expression valorisée, je vais préciser ensuite pourquoi j'utilise précisément cette question de valeur, évidemment, puisqu'on est toujours chez Marx, donc il s'agit évidemment derrière d'une théorie de la valeur, dans ce champ-là, précis, dans des représentations, il y a nécessairement une manière dont cette valeur, évidemment qui a pour principale qualité, tu as rappelé la très grande bourgeoisie et les agents économiques qui se servaient de ça comme outil d'accumulation de valeur, mais la médiation qui permet de valoriser justement cette production artistique est passée, je dirais même pas du spectacle, y compris du spectacle au sens de Bordien, à celui d'attraction. Tu as cité des choses extrêmement notoires, mais on est vraiment dans le parc d'attractions. Tu as parlé de Disneyland à juste titre, mais on est vraiment dans le parc d'attractions moderne, tel que les Américains l'ont conçu et développé. Mais c'est vraiment dans la manière dont... Une des médiations essentielles, outre celle que tu as évoquée, qui est évidemment fondamentale, qui est il s'agit d'institutionnaliser pour valoriser mes propres productions, donc la connivence entre le pouvoir politique institutionnel et les intérêts financiers qui sont derrière est absolument consubstantielle à cette conception de valorisation de l'art. Donc autour de ce mécanisme de valorisation, qui rend possible une accumulation, et c'est ma conclusion, l'art devient une nouvelle forme de monnaie particulièrement intéressante, puisque en dépit d'un caractère aléatoire, elle est supposée ne pas pouvoir se dévaloriser, elle est accumulable de manière assez simple, et en plus, et on termine pour finir toujours dans le marxisme, sur le fétichisme total, celui de l'argent qui donne de l'argent, des poiriers qui donnent des poires, et des merveilleuses productions, des pièces, comme on dit maintenant, qui se suffisent à elles-mêmes, qu'on n'a même pas besoin de planter pour qu'elles se valorisent, elles s'auto-valorisent continuellement.
une longue Oui, question, une longue question. Alors, excuse-moi, mais non, il me semble que les trois sont liés. Alors, bon, je ne sais pas si je vais réussir à répondre de façon structurée, mais peut-être un mot d'abord sur la liaison, bien entendu, entre avant-garde et art. Oui. Et Il n'est d'art que d'avant-garde. Alors, oui, alors... Ça c'est le postulat actuel. La reconstitution, on va dire, de schéma de développement historique est le suivant, c'est que, à mon sens, c'est que il y a, et ça je suis d'accord avec, je tout à fait souscrit à la thèse de Burger, qui est, il y a ce qu'on pourrait appeler les avant-gardes politiques et historiques, qui avaient pour projet une révolution dans les rapports de production. Avec une face peut-être destructive et une face constructive, qui est incarnée tout à fait remarquablement par le constructivisme et le productivisme russe. Mais à partir du moment où, après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on pourrait appeler, ce que Burger appelle les néo-avant-gardes, mais qui bien entendu ne le sont pas, on a une coupure entre l'articulation artistique et politique, et que les procédés, en quelque sorte, utilisés par les avant-gardes historiques, sont réutilisés simplement en tant que genre, sont en quelque sorte réifiés en tant que genre artistique identifiable, c'est-à-dire que le ready-made devient un genre que l'on peut répéter, le collage ou l'assemblage devient un genre que l'on répète en tant que genre esthétique. Et bien, à partir de ce moment-là, il y a en effet un découplage entre une visée politique et une visée esthétique, et on a un art qui se réinscrit ou qui s'institutionnalise à l'intérieur des institutions qui sont celles du capitalisme. Donc, ça peut être peut-être le deuxième temps. Et il me semble que l'espace qui est celui de l'art contemporain, où les œuvres qui sont le plus valorisées sont celles, soi-disant, les plus audacieuses de Damien Hirst ou de Jeff Koons, c'est des choses qui ne retiennent, en tout cas des avant-gardes historiques, que une très superficielle, que de très superficiels aspects qui sont par exemple celle du choc ou de la discontinuité. Et bien entendu, cela s'accompagne par un effet de transitivité, d'une complète transformation donc des procédures ou des gestes des avant-gardes historiques en attraction, en spectacle. Voilà. Damien Hirst, lui, il fait un ready-made avec un poisson, avec un requin exposé dans du formol. Voilà. Donc il produit, on va dire, un pur signe de ready-made, mais qui est une simple, qui est une simple caricature qui ne produit en aucun cas une forme de déconstruction institutionnelle. C'est-à-dire que les procédures formelles comme le collage, le ready-made, l'assemblage deviennent en quelque sorte de purs signes, de même caricaturaux, deviennent peut-être de pures attractions. Oui. C'est cela que le côté attraction, c'était pour évoquer une évolution, parce que au départ, c'est pas ça du tout. L'art conceptuel, tu parles de post-conceptuel, mais l'art conceptuel, je rappelle, je ne vais pas faire le pédant, mais c'est quasiment, il n'y a rien que l'idée. C'est le fameux catalogue de l'expo qui n'a jamais lieu de Kossuth. Bon, alors là, il y a le catalogue qui existe et l'exposition, elle n'aura jamais lieu. Donc là, on est à l'expression radicalisée, je veux dire abstraction totale de l'idée de l'art conceptuel. C'est l'idée qui compte. Il n'y a pas besoin d'un savoir-faire, d'un talent quelconque pour la réaliser. Ce qui compte, c'est le génie de l'auteur qui a eu l'idée de faire ça. Après, on va s'apercevoir, mais parce que ça, le problème, c'est que ça ne va pas durer longtemps, c'est là que je voulais en venir, c'est que c'est très difficile de tirer du fric de ça, justement. Ça pose un gros problème, parce que si on va jusqu'au bout, comment on va pouvoir monnayer ça et produire une accumulation quelconque de valeur?
c'est la perche que je te tendais, et vers l'évolution de plus en plus extravertie qui va donner le caractère, non même plus seulement de spectacle, mais d'attraction foraine, quoi, en effet. que ça a pris. Parce que là, on a la possibilité de valoriser en donnant une espèce de caractère de pseudo-universalisme. Il y a du public, il y a des foules, comme au musée, au fond. Et l'idée, c'est, mais on n'y va pas du tout comme on va dans un musée pour apprécier l'émotion, la sidération esthétique traditionnelle de ce qui était. C'est pas un jugement de valeur, je pense. C'est un changement complètement de fonction et de qualification, de l'exposition notamment. On y va comme on va aux montagnes russes ou à Pirates des Caraïbes, ou à Pirates des Caraïbes, etc. Alors, donc ce passage de l'abstraction pure à, on va dire, il y a une espèce de mouvement là typiquement hegelien, c'est-à-dire ça va se concrétiser, oui, effectivement, et on va voir la vérité de cette chose-là, c'est la capacité d'accumuler du fric. Oui, alors pour revenir peut-être sur la médiation, que moi je n'ai pas évoquée aujourd'hui, mais j'en parle un petit peu dans mon livre, la médiation donc des courants, on va dire des années 60-70, je pense notamment à l'art conceptuel et à l'art de critique institutionnelle, qui sont apparus plutôt dans un contexte anglo-saxon, même si en France on a pu avoir des avatars comme BMPT ou les premiers travaux de Buren, voire de support surface. Alors en effet, on peut considérer que en réaction aux premières néo-avant-garde comme le néo-dada américain ou les néo-réalismes, il y a peut-être des courants comme l'art conceptuel ou la critique institutionnelle qui ont voulu retrouver quelque chose de la puissance critique des premières avant-gardes dans les années 60. Alors pour l'art conceptuel, ça a été justement en voulant remplacer la relation esthétique avec des objets par une réflexion sur des propositions linguistiques ou conceptuelles pour échapper en un sens à la marchandisation de l'art. Voilà. On ne produit pas des objets perceptuellement sensibles, mais on produit des propositions logiques ou des énoncés. Donc ça c'est pour l'art conceptuel. Deuxième courant, ce qu'on pourrait appeler l'art de critique institutionnelle, qui est apparu aussi dans les années 60-70, et qui a essayé, en tout cas, de commencer à montrer une certaine forme de connivence des institutions de l'art avec le capitalisme. Je pense notamment aux travaux de Hans Haacke, qui est un artiste allemand, qui a travaillé au début des 70 sur les réseaux, on va dire, de l'art contemporain à New York, et qui a été invité à faire une exposition au musée Guggenheim, où il a enquêté sur les possessions immobilières, qui reposaient parfois sur de la spéculation assez scandaleuse, des mécènes et des membres du conseil d'administration du Guggenheim. Donc une exposition qui montrait en quelque sorte que dans l'espace où il exposait, qui était soutenu par des mécènes, il y avait des manœuvres, voilà, des manœuvres financières ou du magouillage. Bon, alors ces courants des années 60-70, ils ont en un sens échoué et ils se sont en quelque sorte eux-mêmes intégrés, transformés en spectacle. C'est-à-dire que l'art conceptuel au sens radical n'a pas duré longtemps, et assez vite les artistes conceptuels se sont accommodés des lois du marché et ont assez vite vendu des choses, se sont intégrés dans un circuit commercial, et du coup ont peut-être ensuite donné lieu à une forme de récupération où certains artistes revendiquent une part conceptuelle dans la production de leur est-ce qu'on ne peut pas dire que justement, là, continuons d'être hegélien, c'était une absolue nécessité, c'est le mouvement qui se poursuit, puisque à partir du moment où il n'y a plus que l'idée, et que c'est de l'art néanmoins, mais qu'il faut quand même gagner sa croûte, ça introduit par nécessité un caractère institutionnel, parce qu'on doit vous payer pour ça quand même, pour avoir des idées. Mais en même temps,
pour que ça soit monnayable, au-delà de la sphère publique et strictement institutionnelle, et c'est quand même ça le but, pour les raisons économiques et sociales que tu as rappelées, il va falloir que ces idées, on puisse les matérialiser. Alors c'est la première pente qui va les rendre totalement dépendants, qui va en faire des artistes d'État, institutionnels. Hein. On se souvient du 1% de la culture, et des choses comme ça, qui va produire toutes sortes d'œuvres mémorables dans nos banlieues. Mais il y a aussi cependant que, bon, c'est bien joli, vos idées, vos concepts, vous avez de superbes idées, mais il va falloir que ça débouche sur quelque chose qu'on puisse montrer. Il faut les monétiser. Parce qu'il faut qu'on puisse les monétiser, même si c'est pour nous emballer un pont ou n'importe quoi. Cette idée est géniale. Alors ça va coûter évidemment d'études, et surtout ça va coûter de vous payer vous, mais ça c'est pour la partie purement institutionnelle. Après, il y a l'autre partie, qui est la partie qui va donner lieu au marché, qui va permettre de l'accumulation, celui que tu as évoqué, bien connu, avec les Pinault et compagnie et autres. Alors c'est là que je voudrais que si tu peux faire une articulation, ou ce que ça t'inspire, ce mouvement qui va amener par nécessité, évidemment, abandonner la partie purement abstraite de la négation qu'étaient ces mouvements que tu as évoqués à l'époque, pour arriver à la fétichisation totale, spectaculaire, de foire que nous avons aujourd'hui, Oui. mais qui sert donc, quelle est l'articulation, comment ça sert finalement aussi les intérêts de gens qui sont tout simplement prétendument des collectionneurs, qui sont simplement des accumulateurs de valeurs. Bien sûr, alors bon, il me semble que, je ne sais pas si j'ai utilisé ce terme, mais il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de... Alors l'articulation entre les deux, c'est une forme de réification, tout simplement. Une forme de réification du concept ou de l'idée, et aussi une forme de réification de la critique institutionnelle, qui se transforme là aussi en caution d'ouverture ou de légitimation de l'institution accueillante. Voilà. Je pense notamment au devenir de l'œuvre de Buren. Donc c'est ces deux... Buren, c'est l'exemple typique, il me semble. Donc c'est ces deux, en quelque sorte, voilà, ces deux mouvements de réification. Réification de la part conceptuelle, de l'art conceptuel, qui en quelque sorte doit se monétiser, et réification aussi de la critique institutionnelle qui devient une forme de critique intégrée, qui devient une forme de critique admise, qui n'en est même plus une. Et de là, de ces deux phénomènes de réification, de là, eh bien, comme conséquence peut-être logique ou philosophique, un régime de l'art contemporain, qui est celui que j'ai décrit, où on a des œuvres qui sont à cheval, on va dire, entre trois pôles. Un pôle conceptuel, puisqu'on revendique malgré tout le fait il y a une idée, au départ, il y a toujours une idée géniale. Il y a toujours une idée géniale au départ. Un pôle conceptuel, malgré tout, un pôle d'attraction ou un pôle esthétique, au sens presque esthésique, au sens philosophique. Donc voilà, une surface visible, quelque chose qui malgré tout plaît ou peut enchanter. Hein. Voilà. Buren s'est mis à la couleur et à la transparence. Et un pôle, entre guillemets, institutionnel également, qui se sert de ces œuvres-là, alors soit comme caution, soit comme preuve d'ouverture, soit également comme signe d'accumulation. Donc cette double réification de l'art conceptuel et de la critique institutionnelle a, à mon sens, donné lieu, logiquement, je schématise à grands traits, à cette forme d'art voilà, post-conceptuel spectaculaire, une étiquette un petit peu lâche, qui repose eh bien, sur un jeu entre institution, esthésis, spéculation, spéculation également, et valorisation, bien évidemment. Bon, là, bien évidemment, je schématise à grands traits, hein, une articulation qui pourrait mériter d'être plus conceptuellement nourrie, mais il me semble que c'est en quelque sorte ce basculement logique et historique qui dessine notre ère culturelle. Il y a une question là-bas. J'ai une question. J'en ai peut-être deux ou trois, mais j'essaierai. On verra. Une par une en tout cas.
ce qui m'intéresse, c'est le moment de la mutation entre la première avant-garde, grosso modo entre deux guerres, enfin, Oui. avant la Seconde Guerre, Oui. et vers la nouvelle avant-garde, donc des années 50 par là. Donc est-ce que on peut dire, on peut trouver à l'intérieur même du mouvement de l'art des mécanismes qui motiverait cette transition, ou elle est exclusivement politico-économique? C'est-à-dire, je précise, par exemple, dans l'avant-garde musicale dont je suis spécialiste, ça s'est passé autrement. C'est-à-dire qu'il existe objectivement des mécanismes logiques qui ont conduit de la première avant-garde, au niveau de ce qu'ils font, vers ce que fait la deuxième, et la récupération institutionnelle, politique, économique, etc., ça a suivi ensuite. Pour 1000 raisons, mais les gens, les artistes, quand ils forgeaient les concepts, donc immédiatement à l'après-guerre, du futur, de ce qu'allait devenir la musique, ne pensaient pas à ce moment-là à des profits, à des intérêts, bon, ça viendra, bon, etc. Ils faisaient comme le faisaient leurs prédécesseurs dans les années 10, par exemple. Mais seulement juste après, au bout de 5 ans, plan Marshall, machin truc, donc tout cela, donc ils ont vite rangé les choses, on va dire, mais les concepts sont restés plus ou moins les mêmes, et ça a poussé plus loin tout simplement, jusqu'à très loin. Mais donc la base, le germe, il était déjà là. Est-ce qu'on peut observer quelque chose de semblable ou pas du tout, par exemple? On peut peut-être répondre déjà à cette question-là. Oui, alors, la première, c'est qu'en effet, moi j'ai plutôt évoqué le champ des arts plastiques. Bon, alors après, même s'il est dissocié le champ musical des champs des autres arts, voilà. Oui, parce que les méthodes de valorisation au départ sont assez différentes. Voilà, aussi. en effet, oui, c'est que l'écosystème en effet économique n'est pas exactement le même. Alors déjà, il y a une première chose que l'on peut dire à propos justement des néo-avant-gardes post-Seconde Guerre mondiale, c'est que ces néo-avant-gardes, elles peuvent avoir, je dirais, des intentions avant-gardistes. C'est-à-dire qu'elles peuvent reprendre à leur compte le discours, en quelque sorte, et même le répertoire formel des avant-gardes historiques. Mais elles peuvent avoir cette intention-là, mais le mode d'articulation avec un projet révolutionnaire, en quelque sorte, n'est pas du tout le même. J'entends par là le rapport avec un projet constructif de transformation radicale des rapports de production et de la praxis sociale. Alors, je dirais que il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées pour penser le rapport entre avant-garde historique et néo-avant, donc des années 10-20 et néo-avant-garde des années 40-50. Il y a un modèle qui est proposé, alors qui est un modèle un petit peu étonnant parce que c'est un modèle un peu psychanalytique, qui est proposé par l'historien de l'art Al Foster, dans un livre assez intéressant qui s'appelle Le Retour du réel, qui a été traduit en France il y a une vingtaine d'années, Le Retour du réel, sous-titré Situation actuelle de l'avant-garde. Alors bon, lui, il considère qu'il y a une forme d'avant-garde pertinente qui est l'avant-garde new-yorkaise des années 60-70. Et alors lui, ce qu'il développe comme modèle pour penser le rapport entre les années 10-20 et les années 40-50, c'est un modèle un peu psychanalytique. Alors, bon, je le restitue, il vaut ce qu'il vaut. C'est que les avant-gardes des années 10-20, elles ont finalement été, je crois qu'il utilise même le terme de refoulées par la transformation des projets révolutionnaires, notamment soviétiques, en totalitarisme. Voilà. Bon, c'est ce qu'il défend, après c'est sujet à caution. Et ce refoulement, en quelque sorte, il revient, ou il subit une forme de retour du refoulé après la Seconde Guerre mondiale, avec simplement une réduction de l'avant-garde à des formes esthétiques politiques. Donc, refoulement
politique et retour du refoulé, simplement, on va dire, sous une forme esthétique vérifiée. Donc ça c'est un des modèles en quelque sorte. Je voulais ajouter un commencement de réponse beaucoup plus matérialiste, marxiste, à ta question, qui reprend d'ailleurs en partie Benjamin, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que là, et qu'il évoque, c'est un cas notoire qu'il évoque dans son travail, c'est que dans le cas de la musique, la grande transformation qui a lieu concrètement dans la consommation de la musique à ce moment-là, elle est très concrète, elle est très réelle, elle est liée à des avancées techniques notoires, c'est la fameuse reproductibilité. Avant, pour consommer de la musique, on allait au concert. Ce qui va se transformer dans la période que tu évoques, et encore plus immédiatement après-guerre, et dans les années 50, c'est la musique qu'on va pouvoir écouter chez soi, enregistrée sous des formes successives de plus en plus commodes, et les ouvrant, c'est la fameuse reproduction évidemment technique de ces œuvres d'art-là, qui en plus étaient, elles, au départ, des spectacles extrêmement codés en plus, qui avaient un caractère non pas d'attraction du tout, mais de spectacles codés, et où là, on va pouvoir se dissocier complètement de la contrainte de ce qui était la consommation de la musique avant, à partir du moment, le moment décisif qui a lieu à ce moment-là, c'est justement lié à la consommation de la musique. Enfin, il me semble que c'est un des éléments clés pour répondre en partie. Ça répond pas totalement à ta question. Avec même la forme du disque. Oui. Hein, Adorno a fait un essai. Oui, mais c'est ce que j'évoque. Le caractère fétiche de la musique. Préciser, effectivement, la vraie transformation s'opère avec l'instauration du marché global de la musique, sauf que cela n'est pas d'abord lié à ce qu'on a appelé ensuite l'avant-garde, qui a été, c'est-à-dire ce processus devient, comment dire, érosif et vraiment influent sur les chemins de la musique à partir des années 60 avec l'arrivée de la musique pop, du marché, c'est-à-dire avec c'est un deuxième moment. Mais c'est celui-là qui va influencer, parce que les musiciens académiques, on va dire, les nouveaux compositeurs des années 50, croient toujours que c'est eux qui sont la locomotive. Et ils se retrouveront au début des années 70 dans le dernier wagon, en gros. Donc, cela... Le dernier qui va avoir ce statut du musicien, on va dire classique, qui ne l'est pas du tout, c'est Stockhausen. Stockhausen, il y avait encore c'était quasiment une vedette pop, enfin, à moindre degré que les Beatles et autres. Arrêté dans sa génération, voilà, pour des raisons liées à sa personnalité, mais autour de lui, il y a une masse des gens, dont certains très marxisants, extrêmement même marxisants. À l'époque, ils s'arrachaient les cheveux les uns aux autres dans les années 50-60. Alors qu'ils croyaient que c'était eux la musique. Et tout cela, mais ensuite, eux, ils restent dans leur huis clos, là, entre eux, alors que les processus qui influencent la société... Oui, dans une notion d'avant-garde, oui, si on en revient au thème, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, oui. Qui n'hérite pas, enfin, si l'avant-garde dans l'art plastique prétend toujours d'hériter en quelque sorte la lignée de l'art, qui descend de je ne sais où, enfin, voilà. Et il n'y a pas de... Et là, non, pas du tout. Il y a des discours qui vont dire les chansons, les livres de Schubert et puis les chansons de Beatles, etc. Mais ça, c'est complètement marginal. En réalité, l'histoire de la musique pop, rock, etc. s'écrit au mieux depuis le jazz, la musique américaine, dans le meilleur des cas. Mais sinon, ça s'écrit à partir de Elvis Presley. En gros, c'est là où... Bon, il y a quelques chansons françaises ou je ne sais quoi, mais tout cela, c'est des petits... En réalité, l'industrie commence et la vie commence pour eux. Et donc, il n'y a aucune transmission de l'héritage entre je ne sais quel Beethoven et Led Zeppelin. Voilà, c'est pas pareil dans l'art plastique. Tu avais une deuxième question. Oui, enfin une deuxième question, ça n'a rien à voir. C'est bien. C'est bien. Oui, sur
votre propre travail, est-ce qu'il y a d'autres critiques chercheurs qui véhiculent des idées semblables, ou vous êtes un peu isolé dans Alors, bon, c'est difficile hein, de statuer sur sa propre situation hein, dans le champ de la recherche. Bon, alors en tout cas, je peux dire quelques mots peut-être de chercheurs anglo-saxons, entendu, hein, qui sont dans une position peut-être plus hégémonique, ne serait-ce que par leur langue, par leur attachement aux universités américaines, mais qui s'intéressent, alors pas exactement à la question de l'héritage de l'avant-garde, mais qui pensent en tout cas, ou qui essaient de théoriser quelque chose comme des formes d'art, on va dire, non instituées ou des formes d'art réinstituantes, notamment dans des pratiques, on va dire, des pratiques collectives ou des pratiques, on va dire, des pratiques sociales ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, il y a un autre collectif d'activistes autrichiens qui s'appelle Warren Clausur, dont je parle dans mon livre, alors qui eux ne sont pas comme les Yes Men, c'est-à-dire ils peuvent intervenir dans le champ de l'art et ils peuvent parfois voilà, faire l'objet de résidence, être entre guillemets occuper une position d'artiste. Et ça, ce groupe, je l'ai mieux connu à travers les travaux d'un historien de l'art qui s'appelle Grant Kester. Et qui s'intéresse à ce qu'il appelle le community art. Voilà, c'est-à-dire qu'une forme d'art qui ne produit pas des objets esthétiques, mais qui s'intéresse à transformer les relations, on va dire, sur un site donné, en réarticulant par exemple plusieurs institutions locales, voire même en inventant des institutions destinées à prendre en charge par exemple des populations mal couvertes socialement ou des populations en souffrance. Voilà. Où est le geste artistique là ? Eh bien, le geste artistique, c'est simplement d'utiliser le prestige résiduel lié à leur position d'artiste pour mobiliser des acteurs sociaux. Oui, voilà. Là on est chez Balthazar Gracian, qui d'ailleurs donne la meilleure définition que je connaisse de l'art, même si elle me surprend. L'art corrige ce qui est mauvais et perfectionne ce qui est bon. Donc là, on en est revenu là, quoi. Alors, pas exactement. Bon, je ne sais pas si c'est si c'est exactement dans le même contexte que des formes d'art de coup de l'époque de Gracian, mais en tout cas, Grant Kester, lui, s'intéresse. Alors, je cite un de ses livres. Bon, moi, ça m'intéresse plutôt de parler des Yes Men, mais lui, en tout cas, essaie de construire une sorte de modèle d'art socialement engagé, qui est une forme d'art social. Alors, dans un essai, voilà, qui s'appelle Conversation Pieces, Community and Communication in Modern Art. Voilà. Donc, alors, lui, il traite plus largement de ce qu'il appelle l'art dialogique, qui inclut aussi les formes qu'on appelle d'art relationnel ou d'esthétique relationnelle, de conversation de vernissage, qui est par exemple défendu par Nicolas Bourriaud, etc. Bon, moi je suis aux antipodes de cela. C'est plus qu'un art comme savoir-faire alors. Oui, mais dans son chapitre, en tout cas, enfin dans son livre, il développe un chapitre particulier sur des formes d'action sur un site social qui, en quelque sorte, sont destinées à changer à l'échelle peut-être micro-géographique, un certain nombre de rapports sociaux, en inventant des institutions qui peuvent se pérenniser ou non, en tout cas en mettant en rapport des acteurs sociaux qui, en quelque sorte, normalement ne se croisent pas. Il y a une action de Warren Clausur que Grant Kester commente et que moi je recommande aussi, mais d'une autre façon. C'est une action qu'ils ont fait quand ils ont été invités à Zurich. Et
ils ont constaté qu'à Zurich, dans les années 90, il y avait donc un pic de consommation d'héroïne, et qu'il y avait on va dire des maisons de repos, de substitution, ou de produits de substitution qui étaient donnés aux héroïnomanes hommes, mais qu'il y avait un manque, en quelque sorte institutionnel dans la politique sociale, qui était de laisser les femmes junkies à la rue. Il n'y avait pas de maison de repos ou d'hébergement pour elles, ni de produits de substitution. Donc, leur travail, en quelque sorte, en tant qu'artiste, ça a été de faire se rencontrer, en quelque sorte, les acteurs sociaux locaux de la ville de Zurich pour produire, à travers des formes de conférences, de consensus, la possibilité de faire naître une institution qui accueille les femmes junkies. Alors, ça, si vous voulez, c'est un type d'art, en quelque sorte d'art social, qui a des limites, hein, bien évidemment. C'est une action politique et sociale qui prend le relais. Oui, mais en quoi peut-elle se revendiquer d'autre chose que d'une action politique et sociale? Parce que c'est à partir, malgré tout, du site de l'art et de leur liberté, en quelque sorte, qui leur est laissée, même idéologiquement, résiduellement, dans la société bourgeoise, qu'ils font cela. C'est-à-dire qu'ils vont faire se rencontrer, alors pour développer plus précisément cet exemple, c'est que les artistes de Wollner-Klausur, ils vont faire ou organiser des promenades en bateau sur le lac de Zurich, et dans ces promenades en bateau, ils vont inviter des acteurs sociaux qui sinon ne se parlent pas ou s'ignorent. Ils vont inviter par exemple une prostituée junkie et un père de famille représentant d'une association qui veut virer en quelque sorte les junkies hors de son quartier. Et l'action artistique, ça va être de produire ces formes de rencontres sociales inédites qui sinon n'auraient pas lieu sur un terrain institutionnel admis. Donc leur action artistique, en quelque sorte, c'est... La rencontre dans la machine à coudre. Oui, c'est de produire, on va dire, des formes de rencontres déviantes que seule, en quelque sorte, la liberté que l'on associe habituellement à la figure valorisée de l'artiste peut autoriser. C'est là qu'est l'esthétique. C'est là qu'est, en tout cas pour eux, l'aspect esthétique. Oui. Et cela permet, alors de façon parfois non pérenne, ou parfois sans réussite, cela permet de produire parfois des combinaisons ou même des nouvelles institutions. Alors à Zurich, le fait de faire une maison de repos pour femmes prostituées junkies, qui avant n'était pas, a été obtenu par le conseil municipal. Alors une autre, en quelque sorte, de leur promenade en bateau ou réunissait les représentants de deux bords opposés aux politiques à Zurich, qui, dans l'espace public du conseil municipal, n'arrivaient pas à trouver un accord. Et dans une promenade en bateau, en quelque sorte, alors peut-être parce qu'ils étaient dans un espace soustrait, ou tout au moins un petit peu à part de l'espace de l'agora politique, eh bien, on réussit à se mettre d'accord. Donc ça c'est tout un art. Oui, en un sens, c'est tout un art. Donc ça, c'est justement le chercheur Grandkester qui travaille sur ce domaine-là. Mais disons, voilà. Pardon, j'ai été un petit peu long. La dernière. En revenant à la case départ, donc la réponse c'est non. Et puis, oui, entre parenthèses, il y a quelques trucs. Ça là, mais en principe non. Alors, la réponse non, alors, dans les termes en quelque sorte qui sont les miens, alors, non, bien évidemment, je peux citer mes camarades de questions théoriques, d'autres personnes avec qui on s'occupe de cette maison d'édition, et bien entendu sont des personnes à qui je suis extrêmement redevable à plein de points de vue. C'est-à-dire qui s'occupent d'autres d'autres domaines. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a une petite communauté qui partage, par exemple, globalement quelques vues, et puis dont chacun prend en charge un secteur. Voilà, donc un intérêt pour on va dire le renouvellement des formes de critique des institutions. Alors,
pour une personne, c'est dans le domaine de la question de la poétique ou de la théorie littéraire. C'est quelqu'un qui s'appelle Christophe Hanna. Et dans un autre domaine, celui de la réflexion sur ce qu'il appelle les pratiques ou les écosystèmes du monde de l'art, Franck Lebovici. Voilà, donc ça c'est les deux personnes. Je suis certain qu'il n'y a pas de musicologue. Alors, c'est vrai que je n'en connais pas directement, en sachant que Franck Lebovici se réfère assez souvent au travail d'Antoine Aignon sur la question de la médiation musicale. Voilà. Mais qui n'est pas un travail véritablement de critique, hein, qui est un travail de dépliement un peu latourien du fonctionnement institutionnel du monde de la musique et de la médiation et des formes de médiation multiples à l'œuvre, en quelque sorte, dans l'art musical. La dernière. Hein. Ouais. Est-ce que cela reste un travail intellectuel ou vous comptez inspirer un artiste, un groupe d'artistes, où ça peut déboucher sur un projet, ou ça... je sais pas, voilà. Alors, déboucher sur un projet... peut-être pas directement, puisque je vais juste compléter un petit peu, je vais solliciter peut-être la pensée de mon petit camarade que je connais bien. Je te cite une anecdote, elle est très courte, c'est que il m'avait sollicité il y a quelque temps, je ne vais pas entrer trop dans les détails, sur l'idée de mobiliser les intellectuels et surtout les artistes français sur un certain nombre de grandes causes politiques à caractère géopolitique et international, à caractère essentiellement progressiste. Et je lui dis, tu vas avoir beaucoup de mal en France parce que le milieu des intellectuels, mais plus encore des artistes, c'est probablement le milieu devenu le plus réactionnaire et le plus dépolitisé qui soit en France. Et je pense que c'est un peu en arrière-plan de ta question. C'est-à-dire, quand on fait une critique de ce type-là, qui va quand même un peu à rebours de tout ça, et effectivement, on peut être tenté d'imaginer qu'elle a pour objet de mobiliser sur une action concrète, sociale et politique, à l'instar des Russes bien connus de la grande époque. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Alors, oui, bien évidemment que c'est dans les conséquences possibles, attendues ou voulues, mais il n'y a pas, on va dire, de mode d'emploi ou de prescription directe pour pratiquer la critique transinstitutionnelle. En tout cas, ce qu'il est possible, c'est que ces formes, entre guillemets, activistes ne soient pas perceptibles ou ne soient pas vues directement à partir du monde de l'art, qu'elle puisse être redécrite peut-être après coup, ou qu'elle puisse éventuellement traverser à un moment l'institution artistique, mais en tout cas, elles ne sont pas situées à l'intérieur des murs des institutions, et même à l'intérieur de positions institutionnelles artistiques. Donc, en un sens, leur visibilité ou leur mode de visibilité n'est pas le même que celui d'un travail artistique institué. Et c'est justement une des positions défendues, c'est que ce type de pratique, en quelque sorte, ne peut être une pratique artistique instituée comme telle. Donc en un sens, elle est amenée parfois à traverser l'art, parfois non, mais elle n'est pas amenée en quelque sorte à se transformer en genre artistique, pas du tout. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais t'inviter à conclure. Donc, un genre artistique qui serait celui de la critique transinstitutionnelle, à mon sens, n'a pas lieu d'être comme genre artistique. Et ça n'est pas une conséquence que j'attends. Par contre, que des actions puissent, en quelque sorte, essaimer et qu'il y ait des formes inventives de critique sociale ou des formes radicales d'action perturbatrice, ça, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait appeler de ses voeux. Voilà. Merci. Et bien voilà. Merci beaucoup. Olivier. Bravo. Merci à vous. Et donc...